Alors, on commence par la correction du dossier numéro 1. Question numéro 1. L'intérêt du dosage du PSA dans le suivi d'un adénome de prostate, il n'y a qu'une seule réponse, c'est aucun. Donc il n'y a pas oui mais, c'est aucun intérêt du PSA dans le suivi d'un adénome de prostate, tout simplement parce que le PSA n'est pas spécifique de l'adénome de prostate. Le PSA sert au dépistage individuel du cancer de prostate et on y associe le toucher rectal. Et puis si un patient a un antécédent de cancer de prostate, on le suivra bien sûr avec le dosage du PSA. Mais dans le suivi d'un adénome de prostate, ça ne sert à rien. On a une question déjà dès la première question. Oui, quel est alors le suivi d'un adénome de prostate? Eh bien, c'est simple. Tout d'abord, il est clinique. C'est-à-dire qu'on va à l'interrogatoire interroger le patient sur ses troubles mictionnels, notamment des troubles obstructifs, d'un syndrome obstructif qu'on appelle maintenant trouble de la phase de vidange vésicale. Donc, comment est votre jet urinaire, s'il est faible, s'il est fort, voilà. Combien est-ce que vous avez l'impression de bien vider votre vessie? Est-ce que vous poussez pour uriner? Et puis on va également interroger le patient sur ces signes irritatifs, c'est-à-dire les troubles du remplissage vésical, à savoir s'il a des brûlures mictionnelles, est-ce qu'il se lève la nuit, donc la polachyurie nocturne, est-ce qu'il va tout le temps pisser la journée, donc ce qu'on appelle la polachyurie diurne, est-ce qu'il a des urgenturies. Et puis on va faire un toucher rectal, et puis on va également, dans le suivi d'un adénome de prostate, lui demander une débimétrie, donc une mesure du débit mictionnel, et une mesure du résidu post-mictionnel à l'aide d'une petite échographie. Donc on continue, question numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ce monsieur M sur la possibilité ou la nécessité d'une intervention sur sa prostate? Alors premièrement, lui dire que c'est pas parce que son PSA est élevé que ça correspond à une récidive de son adénome de prostate, parce qu'encore une fois, le PSA n'est pas spécifique de l'adénome, le PSA est juste spécifique de la prostate. Deuxièmement, il faut d'abord effectuer un bilan étiologique complémentaire. Ce bilan va comprendre un examen clinique, il faut effectuer un toucher rectal à la recherche d'un nodule dur qui pourrait orienter vers un cancer de prostate. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que lorsque l'on résèque une prostate, lorsqu'on effectue une résection transurétrale de la prostate, on n'enlève pas toute la prostate, on enlève juste l'adénome de prostate, il reste toute la capsule prostatique en place. Donc, effectuer une intervention chirurgicale pour un adénome de prostate ne prévient en rien le risque de cancer de la prostate. Et donc tous ceux qui mettront dans les facteurs de risque de cancer de prostate adénome de prostate, eh bien c'est 0. Et tous ceux qui mettront traitement de l'adénome de prostate par prostatectomie totale, eh bien c'est encore une fois 0 voire moins 50 au dossier. On continue. Donc, qu'est-ce qu'il faut rechercher à la question numéro 3, à l'interrogatoire? Eh bien, tout d'abord, le patient a été pris en charge il y a 5 ans. Il faut avoir une idée de la cinétique du PSA. Quelle est l'évolution de son PSA depuis ces 5 dernières années? Ensuite, il faudrait rechercher des diagnostics qui pourraient orienter vers une autre étiologie que le cancer de prostate qui pourrait expliquer cette élévation de PSA. Par exemple, rechercher la notion de fièvre, de brûlure mictionnelle ou d'une polachyurie diurne d'apparition récente qui pourrait être en faveur d'une prostatite et expliquer cette élévation du PSA. D'autres diagnostics différentiels, c'est par exemple, est-ce qu'il a eu un geste endoscopique récent ou un sondage vésical récent pour n'importe quelle raison qui pourrait expliquer cette élévation de PSA. Et puis ensuite, lorsqu'on interroge plus sur le cancer de la prostate, il faut lui poser des questions sur est-ce qu'il a des facteurs de risque de cancer de prostate, est-ce que dans la famille il y a eu des cancers de prostate ou pas. Toujours dans la lignée du cancer de prostate, rechercher une altération de l'état général, des signes fonctionnels obstructifs d'apparition récente, tels qu'une dysurie, ou alors des signes irritatifs d'apparition récente, une polachyurie nocturne, diurne, des brûlures mictionnelles, et pourquoi pas des signes d'extension extra-prostatique, tels que les douleurs osseuses, par exemple. On continue, question numéro 4, le geste clinique fondamental, il n'y en a qu'un seul à effectuer, c'est le toucher rectal. D'accord? Donc s'il y a un geste à faire, c'est le toucher rectal. À quoi il va servir? Eh bien à la recherche d'un nodule dur
et vous décrivez non seulement la localisation, droite, gauche, et puis la taille, la présence d'un nodule dur au niveau d'un lobe prostatique. La présence d'un nodule dur au toucher rectal, c'est une indication à rechercher un cancer de prostate par la réalisation de biopsies prostatiques. Si vous diagnostiquez à l'examen clinique un cancer de prostate, il faut également apprécier son extension. À l'aide du toucher rectal, vous pouvez dire si ce nodule dur dépasse la capsule prostatique ou pas, s'il y a un envahissement prostatique, extracapsulaire, ou au contraire vous tombez sur un blindage pelvien, et dans ce cas-là il faudra faire le diagnostic rapidement. Et puis alors si c'est pas du tout un truc en faveur du cancer, ça peut être tout juste un adénome banal, et ben vous décrivez, voilà, c'est une repousse adénomateuse avec une prostate qui est souple dans son ensemble, des lobes prostatiques souples de consistance molle, sans nodule dur décrit au toucher rectal. Donc vraiment le toucher rectal c'est l'examen, le geste clinique fondamental, et on peut avoir beaucoup d'informations rien qu'avec cela. La question numéro 5. Quel examen complémentaire demandez-vous pour confirmer votre suspicion diagnostique? Eh bien voilà, si au toucher rectal, ou alors, vu la cinétique du PSA, etc., même s'il a eu un antécédent de résection, vous suspectez un cancer de prostate, il va falloir avoir une preuve histologique. Donc, le seul examen qui pourrait confirmer la présence d'un cancer de prostate, ce sont les biopsies prostatiques. Alors, les biopsies prostatiques, quand vous les écrivez, qu'est-ce qu'il faut écrire? Il faut dire qu'elles sont transrectales. Elles s'effectuent donc par voie rectale, sous contrôle échographique, absolument, après avoir vérifié la stérilité des urines par un ECBU. S'il est sous antivitamine K et c'est le cas, eh bien, il faut faire attention, il faut les arrêter au préalable. Et puis, il faut demander aux patients d'effectuer un lavement rectal la veille des biopsies de prostate et le matin des biopsies de prostate. Malgré le fait qu'on ait demandé un ECBU, qu'on ait vérifié que le CBU soit bien stérile, on effectue également une antibioprophylaxie par des quinolones, habituellement du Ciflox, la veille et le matin des biopsies de prostate. Ces biopsies donc, se font sous contrôle éco-guidé. Et puis, on a pour habitude, le protocole veut qu'on fasse des biopsies randomisées, c'est 12 biopsies de prostate, randomisées sur les deux lobes prostatiques. Et puis, s'il y a un nodule dur, palpable, au toucher rectal, on effectue des biopsies supplémentaires ciblées au niveau de ce nodule. Alors, ça, ce sont les techniques, c'est la technique standard. Vous allez partout en France, dans 95% des cas, tout le monde fait des biopsies randomisées comme ça sous contrôle échographique. Maintenant, sachez qu'il y a des nouvelles techniques qui arrivent pour votre culture, où on fait des biopsies certes échographiques éco-guidées, mais avec une fusion des images à l'IRM. C'est-à-dire que le patient, avant les biopsies de prostate, vont avoir une IRM prostatique. Et on sait que la prostate est un organe mobile en fonction de la respiration, en fonction de l'état du transit. L'organe va un peu bouger. Donc l'IRM est un excellent examen complémentaire qui permet de caractériser la présence de foyers tumoraux au sein de la prostate. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va superposer les images IRM avec les images échographiques que l'on fait lors des biopsies de prostate et effectuer des biopsies ciblées au niveau des zones suspectes douteuses, ce qui va augmenter la rentabilité diagnostique de ces biopsies de prostate. Qu'est-ce que l'ANAPAT doit vous répondre sur son compte-rendu? Eh bien d'abord, petit 1, le diagnostic de cancer, donc adénocarcinome prostatique. Et puis ce qui est très important, c'est le score de Gleason. D'accord? C'est un score histopronostique. On va également préciser le nombre de biopsies positives, la longueur des tumorales, s'il existe un franchissement extracapsulaire ou pas, et voilà. Il y a une question sur les biopsies de prostate. Oui. Oui, quelles sont les complications possibles de la biopsie prostatique? Alors, les complications des biopsies, c'est des complications dont il faut informer le patient. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini les biopsies, le patient, il ne s'en va pas comme ça chez lui. Il va falloir qu'on lui explique la suite. Les complications, c'est quoi? Premièrement, la prostatite.
même si on a fait un ECBU avant de réaliser le geste, même si on donne une antibioprophylaxie par quinolone, le patient peut toujours faire une prostatite. En cas de prostatite compliquant une biopsie de prostate, ça nécessite une surveillance en milieu hospitalier et une antibiothérapie prolongée, et par C3G, on ne redonne pas des quinolones puisque l'antibioprophylaxie était déjà à base de quinolone. Les autres complications dont il faut prévenir le patient, c'est la rétention aiguë d'urine. Le patient, il ne part pas du service d'urologie après les biopsies de prostate, après avoir bu 1 litre d'eau et après avoir pissé correctement. Mais il faut prévenir le patient que ça peut arriver dans les 48 heures. Il faut prévenir le patient également des possibilités de rectorragie, puisque les biopsies se font parfois transrectales, des possibilités d'hématurie, d'accord, et puis il faut le prévenir également des possibilités d'hémospermie, donc du sang dans les spermes, qui peut traîner pendant 3 semaines, mais ce n'est pas quelque chose de grave. Mais s'il y avait 2 complications à citer essentielles, importantes, c'est la rétention aiguë d'urine et la prostatite aiguë. Donc on continue. Question numéro 6. Comment est-ce que vous annoncez les résultats aux patients? Eh bien, alors là, c'est la question un petit peu bateau. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais comment répondre parce que chacun a sa manière de faire. Mais juste vous donner quelques mots-clés, peut-être quelques phrases clés qui vont vous permettre de mieux écrire, coucher vos pensées sur le papier, comme on va dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut annoncer le résultat, bien sûr, des biopsies aux patients. Ensuite, l'information doit se faire au cours d'une consultation, c'est-à-dire que ce n'est pas entre 2 couloirs au bloc, c'est pas lorsque vous croisez le patient au bas des ascenseurs de votre bâtiment, ça se passe pas comme ça, c'est en consultation ou alors dans une chambre en particulier, mais à aucun cas par courrier, par téléphone ou dans un couloir, ça c'est pas possible. Donc, annoncer en consultation. L'entretien doit être préparé. Si vous faites votre job correctement, vous ne découvrez pas les biopsies de prostate comme ça en consultation et vous le découvrez en même temps que le patient. Habituellement, on vous remonte les résultats des biopsies avant la consultation, vous en prenez connaissance et ensuite vous venez à la consultation en sachant exactement ce que vous voulez dire au patient en fonction de sa personnalité. L'annonce se fait en milieu spécialisé, c'est-à-dire que c'est l'urologue qui a fait les biopsies de prostate, c'est l'urologue qui annonce le cancer. C'est pas le cardiologue qui le prend en charge pour des troubles du rythme, c'est pas le médecin généraliste, c'est pas l'oncologue, c'est vraiment celui qui a fait les biopsies, c'est celui qui annonce le cancer. Donc ici, c'est bien les urologues. Ensuite, utiliser un langage simple et compréhensible. Donc pas de mots compliqués, des mots simples pour que le patient comprenne bien. Délivrer progressivement l'information. Il ne s'agit pas de lui dire bon ben voilà, tu as un cancer. Hein, ça c'est un petit peu brutal. Faut y aller doucement. Et puis surtout l'informer sur les possibilités évolutives en fonction du stade du cancer et voilà. Et écouter le patient ou écouter d'ailleurs sa famille, savoir ce qu'il a un peu à dire. On ne finit pas la consultation d'annonce comme ça, il faut établir le projet thérapeutique du patient. Maintenant, voilà, vous avez un cancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on se lance dans un traitement qui va vous guérir? Oui, non. Quels sont-ils? À quelle échéance? Sinon, si on ne peut pas vous guérir, quels sont les moyens donc, de soutien, de traitement, de support que l'on peut vous proposer? Quel est le pronostic? Voilà. Et il faut toujours dire que, de toute façon, son dossier sera discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire, onco-urologique, comme ça pour lui donner en tout cas le sentiment que cette décision, cette prise en charge n'est pas personnelle, mais qu'elle relève d'un consensus qui réunit tous les spécialistes du cancer de la prostate. Donc les mots-clés finalement, c'est annoncer le diagnostic en consultation, au cours d'un entretien préparé, en milieu spécialisé, un langage clair et compréhensif, délivrer progressivement l'information, écouter le patient et proposer un projet thérapeutique. Voilà, donc voilà quelques pistes pour répondre à ce genre de questions. Alors, on continue. Quel est le reste du bilan paraclinique? Alors voilà, vous vous retrouvez avec un cancer de prostate Gleason 6, 3+3. Est-ce qu'il faut effectuer des examens complémentaires? Oui, non. Alors, si on regarde juste dans les recommandations strictement,
Ce cancer, il fait partie probablement des cancers à faible risque, ce qu'on appelle un risque faible. Donc parce que le PSA est inférieur à 10, parce que le score de Gleason est inférieur à 7 et parce que au toucher rectal, la tumeur est limitée à la moitié d'un seul lobe. Alors avant, on ne faisait vraiment aucun examen complémentaire. Maintenant, ce qui rentre dans le standard, et il faut le marquer, tous les malades, je dirais 99,9999% des patients ont une IRM pelvienne, une IRM prostatique. Ça permet de voir s'il n'y a pas d'autres foyers tumoraux au sein de la prostate, ça permet d'apprécier l'extension extracapsulaire et ça permet d'apprécier l'extension ganglionnaire. Donc l'IRM pelvienne, maintenant, ça doit rentrer dans les mœurs, c'est un standard dans l'évaluation paraclinique d'un cancer de prostate. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est évaluer l'espérance de vie du patient. Bon, bah voilà, lui, s'il a que un incidence d'adénome de prostate, ça va, mais il y a le patient qui a un triple pontage croisé, qui a une artérie des membres inférieurs, qui est tabagique jusqu'au dernier degré, etc. Il faut évaluer, qui a un autre cancer peut-être évolutif. Il faut avoir une idée de l'espérance de vie pour voir dans quelle mesure on pourrait proposer un traitement curateur à ce patient qui a un cancer de prostate localisé. Et si vous optez, si vous avez dans votre tête peut-être une idée sur son traitement, vous voulez peut-être l'opérer, ne pas oublier le bilan préopératoire, d'autant plus que ce patient est sous anticoagulant. Donc vraiment retenez que l'IRM pelvienne prostatique est devenu quand même un standard pour l'évaluation paraclinique du cancer de la prostate. Alors, maintenant on sait, on vous le dit, question numéro 8, la maladie reste localisée à la prostate. Quelle prise en charge il faut proposer? Alors, il a quel âge le patient déjà? Il a 60 ans. Bon, on estime qu'il va vivre encore 15 ans. Pas de comorbidité majeure qui mettrait en jeu le pronostic vital à court terme. Le cancer est vraiment localisé rien qu'à la prostate. Eh bien, il faut proposer un traitement à visée curative. Donc, c'est comme ça qu'il faut le présenter. Ensuite, maintenant, il y a deux principales options. Premièrement, il y a le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, c'est ce qu'on appelle la prostatectomie totale. Si vous êtes puriste, vous dites prostatectomie totale et pas prostatectomie radicale, parce que radicale, finalement, c'est un terme anglo-saxon pour la prostatectomie. Donc, prostatectomie totale, c'est un traitement curatif. En quoi il consiste? Il consiste à enlever toute la prostate, ainsi que les vésicules séminales. Par différentes voies d'abord, ça peut être à l'ancienne, c'est-à-dire par voie ouverte, en faisant une médiane sous-ombilicale, on retire la prostate par là. Par voie un peu moderne, genre par célioscopie, comme c'est encore fait, ou alors par voie vraiment ultra moderne, et c'est ce que l'on fait de plus en plus, c'est par voie célioscopique robot assistée, donc par le robot. On coupe la prostate, on enlève les vésicules séminales, il y a un trou entre la vessie et l'urètre, il faut faire une anastomose entre l'urètre et la vessie, on fait une couture sur la sonde urinaire, et voilà. Donc ça, c'est le traitement chirurgical. Bien sûr, il faut prévenir le patient de quelques effets secondaires possibles. Non seulement, bon, déjà c'est un traitement chirurgical, c'est sous anesthésie générale, mais les principaux effets secondaires de la prostatectomie totale, c'est l'impuissance, d'accord? Donc lui dire que c'est possible parce qu'on coupe les nerfs caverneux qui sont responsables de l'érection. Quand la tumeur est strictement localisée à la prostate, on essaye de préserver les nerfs de l'érection qui parcourt en fait les faces antérolatérales essentiellement de la prostate, mais c'est pas toujours possible, on ne peut pas garantir un résultat à 100%. Et puis l'autre effet secondaire fonctionnel majeur, c'est l'incontinence urinaire qui peut survenir, voilà. Mais il faut dire aux patients que c'est un peu difficile parce qu'il faut non seulement proposer un traitement efficace, carcinologique, mais on se heurte aux effets secondaires fonctionnels qui vont gêner le patient. Donc il faut bien le prévenir. Et de toute façon, en urologie, on a toujours une solution. D'accord ? Donc si le patient s'il a des troubles de l'érection, on va pouvoir lui rendre plus tard par des traitements pharmacologiques. Voilà. Et s'il a une incontinence urinaire, eh bien, on va pouvoir également faire quelque chose pour lui. Donc jamais rien n'est perdu en urologie. Le deuxième traitement curatif dont il faut parler aux patients,
c'est la radiothérapie externe conformationnelle. C'est comme ça que l'on dit. Radiothérapie externe conformationnelle. C'est pas suffisant de juste dire radiothérapie, parce que la curithérapie est également une radiothérapie. Donc il faut vraiment le dire comme ça. Eh bien, c'est possible, c'est un autre traitement. Il faut en parler avec le patient. C'est habituellement 70 grès sur 6 à 8 semaines. Les effets secondaires, c'est quoi? Maintenant, elle est conformationnelle, donc on essaie de cibler uniquement les zones d'intérêt, mais il peut y avoir des problèmes de rectite radique, de vessie radique, voilà, et quelques problèmes d'incontinence urinaire. Bien sûr, le reste du traitement, c'est l'arrêt du tabac. Il faut écrire au médecin traitant pour qu'il fasse la prise en charge à 100%, proposer un soutien psychologique aux malades, et de toute façon, c'est une surveillance régulière à vie. Par le toucher rectal et puis par le PSA, et puis on surveille également la tolérance du traitement. Il y avait une question sur les traitements curatifs. Oui, pouvez-vous faire un petit rappel de la curithérapie et de la surveillance rapprochée? Oui, alors déjà curithérapie, donc c'est un autre moyen de radiothérapie, mais on va dire interne, c'est pas externe. Alors, ça fait partie des traitements de curatifs du cancer de la prostate, mais c'est pas quelque chose que vous devez retenir. C'est à décider, bien sûr, en réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est pas tout le monde qui peut en avoir. La curithérapie, ce n'est pas un traitement de référence. C'est réservé aux petites tumeurs de la prostate chez les patients qui n'ont pas de troubles mictionnels déjà au préalable. D'accord? Donc, s'il est déjà polyurique, impérieux, obstructif, etc., vous lui proposez la curithérapie, ben, ça ne peut que aggraver ces signes fonctionnels urinaires. Et puis, c'est proposé pour les petites tumeurs. D'accord? Donc, si vous avez, je sais pas, 10 biopsies positives sur 12, il est hors de question d'effectuer une curithérapie chez ce patient. L'autre traitement, pendant que j'y pense, curatif du cancer de prostate, que l'on peut proposer au cours d'une réunion de concertation pluridisciplinaire avec des indications que vous n'avez pas à connaître pour le CN, c'est l'ablatherme, c'est-à-dire les ultrasons focalisés, qui consistent en fait à détruire la tumeur en la chauffant. Donc c'est une intervention qui se fait sous anesthésie générale. C'est encore une fois pas un traitement de référence, c'est en cours d'évaluation. Ensuite, vous m'avez posé la question sur la surveillance rapprochée. Alors, ça ne veut rien dire surveillance rapprochée. Ce qu'il faut dire dans le cancer de prostate, c'est quid de la surveillance active. C'est-à-dire que on décide finalement de ne pas proposer un traitement curatif tel que la chirurgie ou la radiothérapie aux patients, mais juste d'attendre, de repousser cette échéance-là. On fait une surveillance qui est active, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une surveillance simple, c'est une surveillance qui a lieu tous les 3 mois, où on va surveiller le PSA, le toucher rectal, et puis les biopsies de prostate qui vont être réalisées dans les 6 à 18 mois à nouveau après le diagnostic de cancer de prostate pour vérifier que la tumeur ne s'est pas modifiée. C'est une surveillance qui est active. Le mot-clé, c'est active. Ce n'est pas une abstention thérapeutique. Celui qui met abstention thérapeutique pour dire que c'est une surveillance active, c'est totalement faux. Abstention thérapeutique, c'est-à-dire qu'on se croise les mains, les bras et qu'on ne fait rien. Là, on surveille vraiment activement. Dès qu'il y a une modification du PSA, du toucher rectal, on réeffectue des biopsies de prostate et ça veut dire qu'il est toujours temps de basculer vers un vrai traitement curateur qui est la chirurgie ou la radiothérapie. Il y avait encore une autre question ? Oui, pourquoi l'anéjaculation est-elle systématique ? Alors l'anéjaculation après prostatectomie, c'est une évidence. On coupe les déférents, on coupe les vésicules séminales, il n'y a plus d'éjaculation, il n'y a plus de production de sperme, donc c'est normal, ça fait partie de l'opération. Donc on continue. Question numéro 9, dernière question de ce dossier. Donc il est traité de manière curative visiblement et puis pendant 1 an le PSA est indétectable et puis finalement le PSA réaugmente tout doucement 0,3, 0,4. Alors les hypothèses diagnostiques, c'est pas normal. Après traitement curatif, il faudrait avoir un PSA totalement indétectable, c'est-à-dire inférieur à 0. D'accord, égal à 0 ou indétectable comme dirait le laboratoire. À partir du moment où ça commence à réaugmenter, il faut faire attention, il faut se poser la question d'une récidive. Alors, ça peut être une récidive locale chez ce patient parce que le PSA augmente de manière lente. Dans ce cas, une récidive locale
sur là où est sur la loge prostatique, ou alors ça peut être une récidive un peu à distance qui commence un peu à se faire parler d'elle, genre ganglionnaire, viscérale, osseuse. Dans tous les cas, il faut réexaminer le malade, effectuer un toucher rectal, palper les ganglions, rechercher des douleurs osseuses, l'altération de l'état général, vous le quantifier par l'indice OMS, ECOG, le performance statut, et puis avec cela on peut effectuer, avec les données de l'examen clinique, l'élévation du PSA, il faut rechercher donc des localisations à distance par une scintigraphie osseuse ou alors par un scanner ou une IRM pour rechercher une récidive ganglionnaire. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir pour le cancer de prostate au stade localisé? Il faut faire attention donc aux facteurs de risque de cancer de prostate. C'est toujours, principalement les facteurs de risque familiaux. Donc s'il y a eu un antécédent familial de cancer de prostate, il faut être vigilant. Il y a des discussions effectivement sur l'intérêt du dépistage de masse du cancer de la prostate au sein de la population générale. La réponse actuelle, c'est qu'il ne faut pas le faire à l'échelon au niveau de la population générale. Par contre, chez les patients qui présentent des facteurs de risque, il faut y penser. Et puis, c'est un dépistage individuel en prévenant le malade de ce que cela implique. Et ça associe le toucher rectal et le PSA. Toucher rectal, c'est le truc fondamental à faire à l'examen clinique. Le PSA n'est pas spécifique du cancer de la prostate. Il faut faire une IRM prostatique et quand c'est localisé, c'est un traitement curatif, rayon ou chirurgie. Et il faut surveiller le malade à vie. Les biopsies de prostate, il faut en connaître les modalités et il faut bien connaître les deux principales complications, prostatite et rétention aiguë d'urine.